Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Alex. Je suis très heureux aujourd'hui puisque on va s'attaquer à un son qui a hanté mon adolescence et qui continue d'être pour moi un des plus beaux sons de riff de toute l'histoire du rock. Il s'agit de Rage Against the Machine. J'ai choisi spécifiquement Rage Against the Machine et pas Tom Morello parce que Audioslave, je m'en pète un peu. Oh, la violence pour commencer. Et du coup, je voulais quand même spécifiquement parler de la période Rage, même si on va y revenir. En fait, le matos, c'est rigoureusement le même à 2-3 détails près. La même personne, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, il y a ce côté-là de monolithique du matos de Tom Morello qui est assez séduisant. Toi qui as regardé le Rig Rundown de Premier Guitare, tu devrais le savoir. T'inquiète pas, je me suis bien amusé. C'est tout ce que j'ai fait comme recherche. Thomas Baptiste Morello. Je m'en remettrai jamais. Non, c'est dur. C'est extrêmement dur. Thomas Baptiste Morello, donc, qui en fait est un shredder repenti. C'est pour ça que dans certains morceaux, on l'entend envoyer un peu de la note. Et on sent qu'il se retient, mais justement, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un mec qui sait le faire, mais qui le fait pas. C'est une leçon pour nous tous. C'est pas parce qu'on sait faire un plan que... Ne le fais pas. Voilà, c'est ça. Il y a rien de plus classe que quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui ne le fait pas. Il a même pris des cours avec Michael Angelo Bassio. Ok. Ce qui est quand même, je trouve ça, ça m'émeut d'imaginer la scène. Tu sais, de Michael Angelo avec ses deux guitares là, et puis Tom Morello avec sa casquette de l'étoile. Et communiste. Les deux à fond comme ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Tapping de tous les côtés. Mais oui, il en a gardé du tapping. Hein. Mais oui, mais il a gardé plein de techniques, sauf qu'il l'a amené ailleurs. Ouais. Et ça c'est vraiment cool. Donc l'histoire de Rage Against the Machine commence assez tard et surtout très proche de leur explosion. C'est pas le genre de groupe comme beaucoup d'autres qui ont existé genre pendant 5-6 ans avant de sortir leur premier album. Rage Against the Machine donc naît des cendres du groupe précédent de Tom Morello, qui se met donc avec Zach de la Rocha, okay, qui est un des chanteurs les plus intéressants des années 90, oui, qui montre qu'on peut faire du rap metal sans faire du Limp Bizkit, et rien que pour ça, merci Zach. Zach qui est un personnage hyper intéressant aussi parce que finalement il a pas fait grand chose depuis Rage Against the Machine. Il a eu un projet, je crois, de mémoire qui devait s'appeler One Day as a Lion ou un truc comme ça. Okay. Mais il a pas fait l'album solo que tout le monde attendait. Et finalement, Tom Morello a remonté Rage Against the Machine sans lui, d'une certaine manière, avec Prophets of Rage. Donc, il se forme en 91, okay, avec Zach de la Rocha et la section rythmique qui est hyper importante. Tim Comerford à la basse et Brad Wilk à la batterie. Okay. Les deux sont hyper importants. En fait, le vrai secret de sonner comme Tom Morello, c'est d'avoir une putain de section rythmique comme Tom Morello. Ouais. Tout simplement. C'est vrai que ça te prend. C'est pas un hasard si il a continué de jouer avec ces deux-là pendant toute sa carrière. Il les a rencontrés en 91. Ouais. On est en 2023. Il joue encore avec ces deux mêmes personnes. C'est bien. Et il n'y a pas eu de période où c'était d'autres. Ça a été ces deux-là toute sa carrière. Et on comprend pourquoi, c'est qu'il y a un placement absolument unique des uns par rapport aux autres qui donne ce côté gigantesque à chaque riff de Rage. Et à chaque riff de Prophets of Rage aussi, parce que c'est les mêmes. Et vraiment, il y a une magie de ce trio qui est incroyable. Et il suffisait qu'un génie comme Zach de la Rocha place ses lyrics dessus, et ça marche, quoi. Et à l'époque, faut quand même se remettre dans le contexte, on est en 91, le mélange de chants rappés, de gros riffs zeppeliniens comme ça, c'était
carrément inédits. Il y avait eu le duo Aerosmith Run DMC, il y avait eu le duo Anthrax Public Enemy, donc il y avait eu... Oui, ça c'était quand Aerosmith Run DMC, de mémoire, ça doit être 86, quelque chose comme ça. Ok, ouais, donc c'est 5 ans après ça, ouais, c'est encore frais. Et puis surtout, c'était une tentative de rapprochement diplomatique. C'était vraiment quelque chose d'inédit. Il n'y avait pas de groupe de rap metal à l'époque. C'est quelque chose qui va se développer petit à petit. Alors, c'était plutôt années 2000 ensuite avec. C'est ça. Il y avait déjà des tentatives de fusion. Il y avait Fishbone, il y avait Suicidal Tendencies, qui sont des groupes hyper importants, même s'ils n'ont pas nécessairement eu un succès de la taille de Rage. Mais ce genre de mélange hyper simple, parce qu'en plus la musique de Rage est quand même très facile d'accès. C'est des riffs vraiment zeppliniens, donc on connaît par cœur, avec un son zeppelinien aussi par ailleurs. Oui, JCM 800, on en parlera. C'est ça. Ça bouge pas. Et le chant de Zach de la Rocha est quand même particulièrement excellent. C'est un flow qui est pas trop rapide, donc les paroles restent faciles à comprendre. C'est une voix qui est plutôt dans l'aigu, donc qui marche bien par rapport à du gros rock derrière, parce qu'une voix grave de rap traditionnelle, finalement ça se fait bouffer par les guitares. Donc la voix de ce qu'on voit de la Rocha, avec les artistes plus modernes qui aujourd'hui font du rap plus bas comme tu dis, mais avec des guitares on va dire plus à la Swan, un peu plus du coup les grattes se placent dans les aigus. C'est ça, voilà, et ça marche mieux. Si tu places un gros riff derrière, ça va clasher avec une voix grave. C'est ça, ouais, t'as raison. Donc la voix plutôt haut placée et plutôt criée de la Rocha fonctionne parfaitement. Tu sens la rage, quoi. C'est ça. C'est le nom bien choisi. Ah bah le nom est parfaitement choisi. Et en fait, du coup, chacun des quatre a sa place. Personne se bouffe et les quatre fonctionnent magnifiquement ensemble. Donc il y a une vraie alchimie de ce groupe. Bon casting, bon plan de démarrage. C'est ça. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, dès le premier album, ça a tout cassé, quoi. Alors donc le premier album vient fin 92, en novembre 92, après une première cassette démo. T'imagines que j'étais à peine né. Ouais. J'avais déjà 9 ans. Ah, 9 ans. Et je me souviens... du coup, tu l'as peut-être entendu à cette époque-là. Je l'ai pris en pleine gueule. Tu l'as pris en pleine gueule. Je vais y revenir, mais je l'ai pris vraiment en pleine gueule. Donc, ils enregistrent à Sound City. Et d'ailleurs, on voit dans le reportage Sound City des images de la session. En gros, ils l'ont fait en live dans le studio. Je les vois tellement le faire en live. Après, le son studio est quand même bien différent du son live. Bien sûr. Mais quand même, ça se ressent qu'ils sont capables de faire ça. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, alors je pense que c'est une histoire apocryphe tellement elle est belle, mais j'ai envie d'y croire et le symbole reste, c'est que visiblement à l'époque ils se sont rendus compte, enfin l'ingénieur du son s'est rendu compte que les instruments étaient légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Ah oui. Du coup, ça doit dater du troisième album, puisque à l'époque Pro Tools était vraiment dans son enfance. Mais bref, on s'en fout, c'est le symbole qui est important. Ils ont tenté de recaler les différentes pistes les unes par rapport aux autres, et en fait, ça sonnait plus du tout. Ah d'accord, donc en fait ils ont décidé de garder décalé, quoi. En fait ils jouent décalé. C'est ça that's the point I'm trying to make. Je crois que tu ne me comprends pas bien. Maintenant je t'ai compris. Voilà. Maintenant je t'ai compris. Ok, ce que tu veux dire c'est que eux c'était volontaire. Voilà, c'est comme ça qu'ils jouent. Et ils ont essayé de remettre selon les règles en place et en fait sur le métronome ça ne marche pas. Oui, sinon ça enlève la magie, quoi. Mais c'est ça. Et en fait c'est vrai que si vous écoutez bien les tempos fluctuent quand sur certains riffs, même carrément, il y a des passages qui sont plus retenus à la limite du ralentissement pour plus de lourdeur. Et tout ça fonctionne parfaitement parce que c'est des musiciens qui jouent très bien ensemble. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le push-pull qui entre les différents musiciens qui fait que ça fonctionne. C'est ce même push-pull qu'on retrouve dans Black Sabbath où vous avez Iommi qui est très en arrière et le batteur qui est plus en avant et Geezer Butler qui est au milieu, Bill Ward le batteur, Geezer Butler à la basse au milieu qui est plus sur le temps et qui fait l'entre-deux, Charlie Watts qui courait devant et Keith Richards qui est très en retenue, Angus Young qui est un peu plus en avant, Malcolm Young qui est un peu plus en arrière. Enfin c'est toutes ces tensions qui font le son d'un grand groupe.
Donc, ça a l'air de te parler tout ça, en tout cas, ça me plaît. Mais bien sûr, c'est bien important. Ils sortent ce premier album en novembre 92. Au début, la réception est plutôt tranquille. Ouais. Ça, disons que ça fait du bruit, mais pas tant que ça. C'est le premier album, évidemment, l'album éponyme qui commence sur Bomb Track avec la photo du moine qui s'immole dessus. Stylé. Histoire quand même de marquer les esprits dès le départ, quoi. Avec marqué Rage Against the Machine, bah Rage Against the Machine. Voilà. Et là, c'est stylé. Et alors, à l'intérieur du CD, il y a une mention qui est particulièrement importante. Alors là, par contre, que j'ai notée parce que je voulais avoir la formulation précise. No samples, keyboard or synthesizers used in the making of this record. Ok, c'est genre c'était nous et personne d'autre. Et voilà, et là sûr. Voilà, parce que en fait, Morello fait tous les petits bruits lui-même. Morello fait les bruits de DJ, les bruits de synthé et tout, avec sa putain de guitare. On en parlera. Et voilà. En fait, il y a cette fierté, du coup, de mettre ça dans le disque. Genre, les gars, vous croyez qu'il y a un DJ, vous croyez qu'on a mis du DX7 comme tout le monde. Et ben non, c'est tout fait avec nos petites mains qui nous servent pas qu'à nous branler. Et en live, et rien à foutre, et tu te débrouilles d'ingé son, et puis voilà. Et c'est ça la philosophie de Rage aussi, et c'est ça le style de Tom Morello, c'est ce côté bricolage, ce côté je me démerde avec ce que j'ai, et de toute façon, vu que j'ai une section rythmique d'enfer derrière, je peux faire de la merde, ce sera rattrapé. Oui, c'est ça. Et ça, j'en sais quelque chose, c'est très très important. Donc, c'est ce premier album qui va mettre le feu aux poudres, mais surtout le premier single. Et ça, je m'en souviens très bien. C'était sur Fun Radio en 1993. Il passait de la bonne musique. Mais il passait la meilleure. Une intro avec un phaser. Après, juste la basse tout seul qui fait cloche, clic, 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 clic. La cloche. Il n'y a pas de bon tube de rock sans cloche, putain de merde. Et ensuite, et là, ralenti, là, tu fais ça au clic, c'est de la merde. Bien sûr. Le dernier, en plus, oui. C'est rien à foutre. Genre, voilà. Voix radio. Et là, on est bien. J'adore dans le Ring Rundown où il dit j'ai une Phase 90, c'est juste pour ce passage-là. Mais t'es obligé. T'es obligé. C'est marrant. C'est dans le contrat quand tu fais un concert en tant que Rage Against the Machine. Cette intro doit avoir le Phase 90. Et ce titre, donc, Killing in the Name of, 5 phrases de paroles. À peu près, mais et 27 fois fuck you, I won't do what you tell me. Et le plus beau motherfucker à la fin, comme une libération. Oui. J'en ai encore les poils qui se dressent. Ce tube va propulser Rage Against the Machine au rang de superstar immédiatement. L'album devient triple platine. Enfin, c'est vraiment le succès instantané. Et là, on est en 93, t'avais dit? On est en 93, l'album est sorti fin 92, le single sort en 93. Ils font les grosses tournées de l'été 93, le Lollapalooza, qui à l'époque est un énorme festival et qui fait véritablement les artistes. Le clip qui passe sur MTV et à la BBC. Pour la petite histoire, la BBC qui par erreur a passé la version non censurée du clip. Oh yes. Et du coup, les Anglais étaient genre what? Par erreur. C'est ça. Par erreur, you mean. Envoie la non censurée. Et donc, suite à quoi le groupe disparaît. Okay. Pendant l'année 94, on les entend plus du tout. Ils reviennent en 95 avec Evil Empire. Qui est un magnifique deuxième album, plus avec la basse plus en avant, ce qui est chouette aussi. Peut-être plus orienté hip-hop que gros riff, même si y a quand même People of the Sun qui est absolument monstrueux et Bulls on Parade. Enfin, si vous n'avez pas vécu Bulls on Parade en live, vous n'avez pas vécu tout court. C'est la folie. Direct la violence. C'est important. T'as raté ta vie. Si t'as pas de Rolex ou que t'as pas vu Bulls on Parade à 40 ans, t'as raté ta vie. 99, The Battle of Los Angeles.
injustement méconnu. Ouais. À l'époque, je l'avais acheté à Brest, puisque c'est là que j'habitais, dans un magasin qui n'est hélas plus là. Mais je l'avais acheté le jour de sa sortie et j'étais comme un ouf. Et j'ai pas été déçu. C'est vraiment un excellent album. Peut-être le meilleur de plein de points de vue, en tout cas en termes de songwriting, c'est un superbe album. Et donc écoutez The Battle of Los Angeles. De toute façon, c'est pas compliqué. Rage Against the Machine, il y a 3 albums. Oui, c'est c'est quand même pas une discographie à la Sparks avec 27 albums à découvrir si vous les découvrez maintenant. Avec des morceaux d'1h30. Voilà. Et finalement, donc, le groupe se sépare en 2000. Tension interne. D'un côté, Zach de la Rocha qui veut... qui veut faire ses trucs, Tom Morello de l'autre qui veut faire ses trucs, et puis... Ouais, puis c'est Tom qui a le dernier mot, en fait. Bah, non, puisque ils ont pas continué. Donc oui, personne n'a le dernier mot, tout le monde est niqué, finalement. Surtout les fans. Il a continué avec la section rythmique. Bien sûr. Et donc, suite à quoi, ils sortent Renegades de façon posthume. Il sort en 2000, c'est un album de reprise. Mais des reprises hyper personnelles. T'as des reprises de MC5 qui est fabuleuse, reprise de Springsteen, une reprise de Cypress Hill. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est tout. Et c'est fini. Et c'est fini. Bon, on remballe. Audioslave ensuite avec exactement les mêmes musiciens et Chris Cornell à la place de Zach de la Rocha. Alors respect des morts, tout ça, mais ça m'excitait nettement moins. Ouais, après... plus pop dans la couleur. Moi j'aime bien en vrai. Désolé. Et finalement, donc, Prophets of Rage... Je t'ai dégoûté, quoi. Non, t'inquiète. Alors, Prophets of Rage, entre-temps, il y a Tom Morello en solo, okay. Sous le nom de Night Watchman. Soit je dois avouer que j'ai pas exploré, mais c'est sûrement très bien. Il a joué avec Springsteen aussi sur un album et en tournée. Et puis donc Prophets of Rage avec 2 musiciens de Public Enemy, DJ Lord et Chuck D, et puis Be Real de Cypress Hill, donc 3 personnes pour remplacer Zach de la Rocha, mais un album qui est vraiment excellent, notamment Living on the 110 qui est un très beau titre. Rage Against the Machine depuis se reforme épisodiquement, okay. Mais jamais au point de sortir un album. D'accord. Souvent des concerts comme ça épisodiques pour encaisser un peu, quoi. Ouais, pour le plaisir de remettre un coup à une ex, quoi. Et dans une ex et c'est du coup grâce à ces reformations que j'ai eu la chance de les voir en 2008 à Bercy. Okay. J'étais au premier rang parce que je voulais être au premier rang et ça t'a coûté 3 SMIC. Non, même pas, non, parce qu'à l'époque, les concerts étaient beaucoup moins chers. Non, c'était... Alors déjà, c'était un cadeau d'anniversaire, mais ça devait coûter 80 balles, un truc comme ça. Mais le premier rang, en gros, fallait y être en fin de matinée et puis attendre toute la journée en trottement de pisser. T'as dormi, quoi. Et puis surtout, fallait se tenir aux barrières. Oui. Parce que j'ai jamais vu un public comme ça. Et sans exagérer, à la fin du concert, c'était pas du tout les mêmes personnes autour de moi qu'au début du concert. Et tu t'es pris des coups de tête, j'imagine. Surtout des putains de Doc Martens de slammer. Et généralement, les slammers t'atterrissent sur les épaules comme ça et t'as le souffle coupé pendant quelques secondes avant que les mecs l'enlèvent. Mais ça valait le coup. Quoi. C'est la folie. C'est la folie. C'est l'un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu une énergie comme ça. Et surtout à Bercy, qui est pas une salle très facile, qui rend pas une énergie de ouf. J'avais jamais vu ça. Enfin, c'est absolument grandiose. T'as kiffé. Le côté matos. Alors. Fais-moi rêver. Non, justement, moi je veux savoir, qu'est-ce que t'as retenu du Rig Rundown que tu as regardé en préparant cette vidéo ? Précisons bien que je n'ai regardé que la partie pedalboard. Non, mais moi je suis un escroc en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour creuser à fond. Mais j'ai aussi fait confiance en mon équipe. Ouais. On a Loïc qui est fan de Morello. Et on a Max aussi qui a regardé un petit peu. Bon, déjà ce qu'il faut savoir avant de parler du matos, c'est peut-être la technique de jeu quand même. Je pense que les techniques de jeu. C'est quand même super important sur Tom Morello, j'ai l'impression. Déjà, il faut un kill switch. C'est mieux. Il faut un kill switch parce que il t'en met de partout.
Il t'en met vraiment de partout, t'en as de partout, ça n'arrête jamais. Et donc, il fait confiance en son JCM 800. Il le laisse comme ça avec du gain, genre, allez, vas-y, fais ta vie. Et puis, il te balance des coups de kill switch. Et selon ses envies, il rajoute des choses. On va en parler. Il s'amuse aussi à se tamponner le jack. T'as pas vu ça? Non. T'as pas vu le tamponnage de jack? Ah mais si, oui. Donne-moi le jack. Bien sûr, mais oui. Donne-moi le jack. Évidemment. Mais la Wami. Voilà, bon. Oui, bien sûr. C'est sa technique, voilà, tout ça. Oui, il y a le côté scratching aussi. Qui fait avec un bottleneck d'ailleurs, donc un truc genre. Voilà. Voilà, bon, ça vous donne une idée. On n'a pas eu le temps d'appeler Tom, qui vient de faire la démo. Non, et puis ça c'est un truc. Ça, par exemple, Brise de l'Âge, il le fait très bien. Lui, il le fait vraiment très bien. Moi, je dois avouer que je suis plus du côté riff de Morello que du côté petit bruit. Alors, t'as du tapping à tout va. T'as du tapping oui, mais du tapping bizarre. Ouais, c'est le sien, quoi. D'ailleurs, je crois, à une main, non? Il y a pas un délire comme ça, je sais plus. Bah si, avec le kill switch. Oui, voilà, c'est ça, à une main, droite, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour rapide des techniques. Après, il faudra les jouer. Bon courage. Bon, je considère que je l'ai déjà fait là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc niveau matos, j'ai retenu que il s'en bat un peu lec. Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, je crois qu'il a trouvé de ses bonnes sauces, puis voilà. Non, il y a une vraie philosophie derrière tout ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, je vais te raconter une histoire. Oh. Vas-y. En fait, toute la philosophie du matos de Tom Morello tourne autour de son expérience malheureuse avec la guitare Arm the Homeless. Ah, ok. Donc, là, Arm the Homeless, donc armer les sans domicile fixe, ce qui, déjà, je trouve, est une proposition intéressante. Je demande à voir. C'est donc cette guitare qui ressemble un peu à une Strat, mais avec une tête de Kramer. Oui, c'est ça. Et en fait, quand Tom Morello est arrivé à Los Angeles, il voulait une super gratte, et à l'époque, la grande mode, c'était les grattes en kit. D'accord. Dans la suite de la Frankenstrat de Van Halen. Ah ouais. Et donc la grande mode, c'était de trouver des pièces à droite à gauche et de te faire ta gratte. Ok. Donc lui a récupéré des pièces. Il a fait sa Arm the Homeless, qui n'était pas encore avec les hippopotames et le message. Mais donc il avait cette gratte et il changeait plein d'éléments tout le temps et il a jamais trouvé ce qu'il voulait. D'accord. Il avait une idée de guitare en tête et ça n'a jamais été ce qu'il voulait. Et du coup, il a décidé que ce serait sa guitare. Pour le coup, donc la Arm the Homeless, c'est vraiment l'exemple parfait de la guitare où il n'y a rien qui va. C'est un faux manche Kramer, oui. C'est un faux caleur, même carrément. D'accord. Le pire vibrato de tout le temps. Caleur, c'est le SCH Chaleur Non, Caleur, c'est une marque. C'est une marque, je connaissais pas cette marque. KHA2LER. Ça fait des c'est vibratos. comme un Floyd Rose, ouais. Mais sans les pièces faciles à trouver. D'accord, oui. En fait, c'est un truc qu'il faudrait pas acheter, quoi. C'est un enfer. Oui, très bien. C'est celui qu'utilise Kerry King aussi. On prend un Floyd Rose. Et pour une raison que j'ignore complètement, mais voilà, ils sont attachés à ce vibrato-là. Et puis les micros, c'est des EMG actifs. Un 85 au chevalet, et alors là... C'est bien, tu montres une guitare qui a pas du tout ça. Voilà, ouais, comme ça. Ouais. Et alors c'est hyper intéressant, parce que son micro grave, c'est un micro simple, mais au format double. Le truc ultra bizarre... Pourquoi pas. Mais voilà, ça ressemble à un double, mais c'est un simple. Juste utile. Parce que, nique-toi. Et il faut savoir que Morello, les 99% du temps, est en micro grave. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, moi, quand je riff, je suis toujours en micro aigu. Ouais. Lui riff en micro grave. Alors,
ma théorie par rapport à ça, c'est que c'est comme ça qu'il obtient l'épaisseur qui lui permet d'avoir ce côté très assis, parce que d'une part, il attaque comme un âne, et donc de toute façon les aigus viennent de son attaque comme un âne, et parce que vu qu'il a une section rythmique réduite, il a la place d'avoir ce gros son aussi. Et donc, l'arme de Homeless, c'est ça. Il a aussi une télé de 86, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 82, je sais plus. Enfin, une télé tout à fait quelconque, sur laquelle il y a marqué Sendero Luminoso, qui est le nom du parti communiste péruvien, je crois. Et là, pareil, donc en micro-grave, et qu'il utilise en drop D, donc pour Killing in the Name of, notamment. Normal. Et son ampli, donc à l'autre bout de la chaîne. Apparemment, un JCM 800 que tout le monde vénère. Le JCM 800 2205. D'accord. 2205, c'est important parce que c'est la version 50 watts. Ok, donc ça sature un peu plus. Bah c'est ça sature un peu plus vite. Un peu plus vite, ouais. Pour le reste, c'est un JCM 800 tout à fait quelconque. Hein. Par exemple, ce pignolet, c'est un JCM 800 50 watts. Exactement. Ouais, ok. Donc le même que vous pouvez Power acheter. 50. Oh là là, il y a une logique. Toi-même, tu sais. Voilà. Et je crois qu'ils ont même mis le réglage de présence. Voilà. Parce que un Marshall, ça a un réglage de présence, c'est important. C'est marrant de l'avoir mis en petit. Le tout dans un 412 PV. Pourquoi parce que c'est ce qu'il a trouvé au moment où il s'est fait voler son matos et où il devait le remplacer. Et il a enlevé le logo parce que PV c'était la honte à l'époque. Et une particularité très bizarre que Jean-Régis m'a fait remarquer hier, c'est que ce con-là met tous ses... Enfin, Morello, hein, pas Jean-Régis. Ce con-là met tous ses effets dans sa boucle d'effets. Alors c'est compliqué ce qu'il fait en plus. Je comprends pas d'où tu mets une whammy et une wah-wah dans ta boucle d'effets. Genre... Je comprends pas. On mais essaie de réfléchir. Bah, moi, la raison que j'ai vue dans ma tête, c'est que ça lui permet d'avoir l'interaction directe entre sa guitare et l'ampli. Juste pour avoir le plus de patates possible. Parce que du coup, quand t'attaques bien, ça réagit direct dans l'ampli parce que t'as pas de pédale entre les deux. Tu penses pas que c'est pour avoir un effet abusé des modulations ? C'est possible aussi. Du coup, tu entends vraiment les modulations. Genre, moi, vos geekeries vintage de mes deux, je m'en branle. Et moi, quand je mets une wah-wah, je veux que ça fasse wah-wah. C'est possible. C'est possible. Et s'il y a des aigus, tant pis, il vivra avec. Troisième hypothèse, il a vu une boucle d'effets, il avait des effets. Il s'est dit, les effets, ça se met dans la boucle d'effets. Mais tu sais quoi, ouais. Mais ouais. Il est possible qu'il soit con à ce point. Hein. Moi, j'aime bien cette hypothèse quand même. J'aime bien ce truc-là. Alors, donc, du coup, pour reproduire le son de notre ami Thomas Baptiste, on a pris c'est sport. Hein. Alors, deux JCM 800 in a box. Attends, là, pour une fois, je vais vous prévenir. Spoiler alerte. Oui. Accrochez-vous. Oui. Parce que là, il faut comprendre ce qui se passe. Je vais essayer de m'en souvenir. Allez, vas-y. Donc, la guitare de tonton rentre directement dans Tata. JCM 800. Ouais, Tata Angry, pas contente. T'as pas débarrassé la table, elle t'envoie du Charlie. Angry Charlie, donc, voilà, qui est un JCM 800 in a box. Ça, c'est génial. Hein. Ça marche très bien. Ça, c'est génial. Pour vous faire plaisir, on l'a en stock, on a pris la signature. Je déteste les pédales signature parce que je me dis que tu vas l'acheter juste pour ça et que tu vas pas comprendre que c'est un JCM 800, que tu peux faire autre chose avec. Moi, j'aime bien les pédales signature parce qu'il y a celle de Madison Cunningham. Voilà, c'est tout. C'est la raison pour laquelle tu commences à aimer ça. Mais du coup, je me suis dit, on va lui laisser une chance parce que de toute façon, ce qu'ils font à mixer, malheureusement, parfois c'est bien. Souvent même. Même souvent. Donc, mais je suis quand même un grand fan de l'Angry Charlie, donc ça a intérêt d'être vraiment bien. On va comparer les deux, ouais. Voilà. Donc, on commence par se bouffer les drives. Ensuite, on se barre avec ce gros jack. Ouh. Dans Tati, Tati pleure bébé. Là, pleure bébé, mais attention, on a une cam OnlyFans. On a sorti la cam pour voir les birks. Touch my tralala. Donc là, c'est la cam amateur. Je suis vraiment désolé pour ce qui va se passer maintenant. Et alors, coup de chance, je me suis rongé les ongles de pied il y a pas longtemps. Donc, ils sont quand même relativement propres. Faut pas croire, Julien, il est très souple. Je suis souple à ce point-là. Ouais. Et je le prouve. Non! Alors, faut le savoir, Morello, à l'origine, il utilise vraiment la Crybaby de base.
Ouais, c'est la JCB 95. Ouais, mais est-ce qu'il y a son Rig Rundown, hein. Ouais, c'est ça, exactement. De manière générale, et c'est pour ça que la leçon est intéressante aussi. Ouais. Le matos de Tom Morello, c'est vraiment du basique. C'est du pas cher. Il n'y a rien de snob là-dedans. Basta, quoi. Ouais, c'est du remplaçable, du cassable. Du Dodd. Ouais, c'est ça. C'est basta. Exactement. Alors oui, non, bah, j'ai pris celle-là parce que je l'adore, la Junior. Bien sûr. J'ai un petit crush sur elle. On en parlera après, peut-être dans une vidéo sur les Wa. La Wamit. Alors la Wamit, il a l'air d'avoir une version, je sais pas, une vieille. Ah bah il a la première. La première, la voilà. WH1, qui est chère notamment parce que Tom Morello l'utilise. Voilà, alors qu'il fait juste du octave 2, quoi. Ouais, c'est ça. Alors monophonique, non, sûrement. Il fait de la quinte aussi ouais, sur Know Your Enemy. Mais pour le coup, ce qui est important, c'est de bien se mettre en mode classique. Oui. Et pas chords. Oui. Puisque, en fait. C'est un monophonique. Voilà. La Whammy est devenue polyphonique depuis la WH4. Ouais. Et on a la possibilité de choisir, puisque ce qu'on aime dans la Whammy de Tom Morello, c'est le côté glitchy. Ouais. Le côté ça décroche, le côté dégueulasse. Mais tu comprends, ils vont acheter la version 1 avec la lime en alternatif et tous les problèmes qui vont avec, qui est un enfer. Tandis qu'ils pourraient acheter la 5 sur PALF et avoir une lime 9 volts classique en et de toute façon, que ce soit la 1 ou celle-là, ça se cassera très probablement dans pas longtemps, puisque la Whammy est quand même l'une des pédales les moins bien conçues du marché. Mais c'est quand même une des pédales. Il n'y a rien d'autre qui fasse ce putain de son. C'est quand même assez unique. Moi, j'adore la Whammy. Et c'est impossible de faire Tom Morello sans Whammy. Hein. C'est lui en grande partie qui a inventé l'utilisation de la Whammy. La Whammy est sortie en 89, avant le solo de Killing in the Name of, justement. Il a acheté ça, il a dit bon. Personne n'utilisait de Whammy comme ça, et c'est vraiment lui qui a eu l'idée, et c'est en grande partie grâce à lui que cette pédale a eu le succès qu'on sait. Les gens, ils mettaient genre la pédale à fond, octave +1 ou -1, et... Même ils l'achetaient pas, tout simplement. Ouais, ils l'achetaient pas, ouais. Ensuite, donc, on sort de la Whammy, on accrochez-vous dans la Utopia. Il y a rien qui va, encore une fois. Donc là, ils se sont servis du Ring Rundown, ils se sont servis de toutes ces infos-là. Quand je dis ils, c'est Jean-Régis et Loïc pour faire ce chaînage. J'aime bien parce que t'as mis genre 350 balles de délai pour simuler 2 DD3 boss. C'est quasiment le même prix, hein. J'ai pas mis 300. Ouais, si, j'ai mis 350. Ouais, bah en fait, qu'est-ce qu'il te fallait? Il te fallait un slapback. Mais attends, juste comme ça, on réalise vite fait. Hein. On a le délai, puis on a autre chose après, qui n'est pas de la reverb. Voilà, juste, j'insiste. Hein. Donc, on a le slapback, parce qu'il a une pédale pour le slapback, et on a le délai un peu plus long. Voilà. Et lui, il a des DD7, pourquoi pas? DD3 même, carrément. 3 c'était? Ouais. Ah merde, 3. Et donc là c'est en slapback et là c'est en délai un peu long, on verra. Digital. On écoute ça après. Ok. Ouais. Après il utilise un EQ flat et il monte le volume. Voilà. Donc il fait un boost quoi, tout simplement. Voilà. Donc un boost. Et une phase 90 mais chez Jam parce que c'est cool. Ouais. Voilà. Puis on l'aime bien la Ripple. Voilà. Mais qui est une phase 45 donc t'es à côté de la plaque. C'est vrai? Ouais. C'est une 45? Oh. Bon, on sortira peut-être la 90. Non, ça va aller, ça va aller, ça va. Parce que de toute façon, c'est connu. Il connaissait la différence entre la 45 et la 90. Bien sûr. Pour lui, c'était important de prendre une 90. Parce qu'elle était moins chère, essentiellement. C'est ça. Ok, on compare les deux Marshall in a box. Alors, je me dis, hein, en voyant tout ça maintenant, qu'on aurait pu faire ça différemment quand même. Comment alors? Alors, tu sais qu'il intègre une boucle d'effet, ce Chichou. Oui, tout à fait. On aurait pu rentrer dans la loupe de potentiel. Ah oui, pour bypasser le préamp. En vrai. Tant pis. Là, on essaye de faire un truc qu'ils peuvent faire facilement à la maison aussi. Voilà. Donc, si ils choisissent en plus notre ami Charlie, Tango, voilà. Hein, voilà. Bon, on y va ? Il y en a des basses. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton pantalon avec ces graves-là ?
C'est pas du tout la même chose, en fait. Pas du tout. C'est incroyable. Ils ont pas entendu le même ampli, très clairement, quoi. On est bien quand même, hein. On est bien. On est bien. Voir pour l'intro. L'intro, il y avait quoi dedans? Oui. Phase, voilà. Vas-y. Pas. Ça y est, tu l'éteins. T'es content d'avoir mis 200 balles chez Jam, hein? Eh ben, honnêtement, oui, ça enveloppe moins que le Phase 90 quand même. Je suis d'accord. J'entends quand même vraiment une différence. Je connais plus les différences. Je crois qu'il y a 2 étages. C'est 2 étages le 45. Et l'autre c'est 4. C'est ça. Ouais, voilà. Bon. Après, ça empêche pas que c'est. C'est cool quand même. Moi, je préfère celui-là, mais c'est pour du Gendrix, ce son-là, ouais. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ouais. Mais tu vois, j'avais pas lu. Je me suis dit, on va pas mettre une phase 90 quand même. On est là pour se pignoler. Ok, fais voir le boost. Ça, en gros, c'est un AOP de pignoleur de studio format discret. Une appellation d'origine protégée. Donc. Voilà. Tu connais les AOP, je t'en ai parlé plein de fois et tout. Comme le fromage, ouais. Et ben, au lieu d'avoir un circuit intégré, ils l'ont désintégré. Ils ont mis tous les composants séparément. Et donc, ça te permet de rentrer avec une haute tension et d'avoir un meilleur headroom. Et c'est trop beau, c'est la pignole. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, on s'en fout. Mais, mais j'adore ça, je voulais te le faire essayer. C'est vrai que c'est très, très plaisant. J'ai jamais vu un boost à un potard aussi bien. C'est fort parce que normalement à ce volume-là, c'est très désagréable. Non, parce que ça. Là, ça. Si tu cherches un clean boost, enfin un clean. Ça, c'est un peu comme une langue qui te caresse l'oreille, quoi. Travailler avec votre esprit. Si j'avais de la place sur mon board, j'avoue que. C'est dommage, il te reste une place. Non. J'ai pas besoin d'une pédale en plus. Surtout que celle-là, elle est chère. Voilà. Voilà, bon, ça c'est génial. Alors, ce qui était marrant dans le Rigged Rundown, c'est qu'il disait non, mais c'est si jamais je viens sur scène et qu'il y a un ingé son qui fait mal son travail, chose qui arrive souvent. J'ai mon boost au cas où, quoi. Ouais. Voilà. Pour pas être emmerdé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à peu près la raison pour laquelle tout le monde utilise un boost, en fait. Ouais, c'est ça. En vrai. Ok, le delay. Donc le delay, bon, la Utopia, tu connais en slapback. Merci Julien déjà. Et ensuite, bah voilà, je te fais essayer celle-là. Ouais, bah ça marche très bien aussi. Truc digital clair. Il y a des. Bah tu la connais celle-là. Mais oui, puis il y a des sliders. Ouais. Ça, par exemple, on peut faire là, pour le. On fait là en slap. Désolé pour Jean Casque.
On a tous perdu les aigus dans le studio. Mais j'ai adoré. C'est mortel. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, cool. Oh, on est quasiment à toutes les pédales. Hein. Il manque la petite Wawa quand même. Ouais, la Crybaby Junior, elle est trop bien. Et là, pour le coup... alors, ce qui est rigolo chez Morello, c'est que, en tout cas, sur est-ce que c'est Bulls on Parade ou People of the Sun? Je les confonds toujours toutes les deux. Je pourrais pas t'aider. Je suis très mauvais en titre. Attends, je vais me l'écouter. Microphone explodes. Rally round the parade with a pocket full of shells. C'est Bulls on Parade, c'est ça. Et effectivement, ouais, Bulls on Parade, au lieu de faire wawa, il fait ow ow. Ow, ow, comme ça. Ouais. Okay. Et du coup, c'est hyper chiant à faire si t'as pas l'habitude. Ah, c'est super chiant. Si on attaque moins fort, est-ce que Janine et Jean-Louis, ils attaquent moins fort aussi? Ouais, tu vois, ça le fait. Ouais. Ok, on essaye le truc du kill switch. Vas-y, on a un petit coup de kill. Mais alors vraiment, j'y crois pas. Tiens. J'ai failli mourir, tu sais. C'est possible. Petite explication. Donc le kill switch, en gros, c'est un petit bouton qui éteint le son. Et donc lui s'en sert en fait comme un DJ qui coupe le son de façon intempestive pour avoir des effets percussifs tout simplement. Donc plusieurs manières de s'en rapprocher, avec un trémolo à forme d'onde carrée réglé à donf. Depth à fond, mix à fond et ça marche. En sortant votre jack de l'ampli très rapidement, ça peut le casser. Non. Oh non, ça c'est pas une solution. Non, ça c'était une connerie. C'était pour voir si tu suivais. Ah non. Ou en ayant donc des réglages indépendants pour votre micro grave et votre micro aigu. Ok. Typiquement sur une Les Paul, vous avez effectivement 2 fois 2 réglages. Et t'as pas voulu ramener ta Les Paul, toi? J'avais quand même autre chose à foutre dans le train. Voilà. Et donc là, pour le coup, en jouant avec le sélecteur, vous connaissez le trick, mais évidemment, c'est moins fluide qu'avec un bouton dédié. Ou la solution à 500 balles. Tu prends une triple graph. Oui, c'est ça. Tu prends une triple graph de Copper Sound et t'appuies sur le... Et tu le fais au pied, et dans ce cas-là, ça te libère les mains pour autre chose. Ouais. Putain, c'est chiant. Je vois bien à chaque concert changer le sélecteur. Mais oui, c'est ça. Désolé, Jean Casque. J'ai failli éteindre là. J'en pouvais plus. Et bah alors, au lieu de tout éteindre, tu vas tout allumer. Ah merde. Puisque je pense qu'on peut conclure par toutes les pédales. Tout